sur le PowerPoint, donc ça vient les uns après les autres. D'accord. Moi, je suis Alors pas moi, ma très. partie, c'est pas celle-là. Non, ça c'est une introduction, ça. Après, vous, Ah votre oui, partie, ok. voilà, votre Ouais, partie, trop c'est bien. juste après. Ça arrive, ça enchaîne. Voilà, Ouais, ok. voilà, c'est juste. Vas-y. Non, non, je sais pas s'il y a une animation. Il y en a, c'est pour ça, je vous préviens. Il y en a. Je serais pas surpris. Ok. Regarde. Si tout est bon, ça va être capté, ils vont pouvoir récupérer Super. l'enregistrement. Là, c'est parti. Oui, Trop bien. Merci beaucoup. tu peux couper le début si tu veux. Parce que voilà, si je déroule là, parce que j'ai vu une fois, à chaque fois, il y a un extrait.
Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus et d'avoir traversé la garden party sans vous être arrêté vers d'autres distractions. Mais ces distractions, vous pourrez les retrouver bientôt après la conférence. Donc on a essayé de faire un événement où un certain nombre d'étudiants pouvaient venir. Donc c'est pile au moment des rendus. Voilà, c'est un peu, on est toujours dans ces temporalités qui ne sont pas forcément évidentes. On a la chance de pouvoir faire une conférence aujourd'hui sur la ventilation naturelle double flux et sur des questions de qualité de l'air intérieur grâce à un projet de recherche qui va vous être présenté par le directeur général d'Atmo Grand Est, Étienne Cossul. Donc je te donne la parole et puis après j'interviendrai pour introduire les différentes personnes qui vont intervenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir donc cette conférence avec la présentation et finalement le lancement de ce projet de coopération transfrontalière qui s'appelle Homer et qui est dédié, comme son nom l'indique, à la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Alors, déjà pour commencer, je voulais remercier l'école d'architecture de Nancy de nous accueillir dans ces locaux et Envirobat également pour la conférence qui suit et les intervenants qui vont vous faire part de leurs expériences. Remercier également l'ensemble des partenaires qui ont permis à ce projet d'aboutir aujourd'hui. Un projet comme ça, c'est une grosse année de travail, quoi, en fait. Il faut quand même voir, c'est un vrai investissement. Alors, il y a différents partenaires qui interviennent de différentes manières, en termes financiers, qui vont financer, en termes techniques et méthodologiques. On est alors, pardon, ça passerait après. On forme finalement un groupe assez conséquent d'organismes que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, d'où est-ce que ça part, ce projet Homer? Ça part d'un constat partagé autour de 4 axes. Le premier, c'est que quand on parle de qualité de l'air intérieur, on a un vrai sujet, un enjeu sanitaire. On passe plus des 3/4 de notre vie à l'intérieur, si on compte bien sûr le temps où on dort et tout. Bon, il y en a qui dorment moins que d'autres, mais on est quand même les 3/4 de notre vie dans un espace globalement clos, que ce soit chez soi ou dans un bâtiment quelconque. Et à l'intérieur, on n'a pas forcément vraiment conscience, mais on a un air qui peut être très pollué, parfois presque 10 fois plus pollué que ce qu'on va trouver à l'extérieur. Et en plus, pollué avec des trucs beaucoup moins sympas, si on peut faire moins sympa, mais que ce qu'on trouve à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va être beaucoup soumis à des composés organiques volatiles, très divers, provenant des cols, des solvants, des peintures, des revêtements, de tout ce qu'il y a dans le mobilier, etc. Donc il y a un vrai enjeu en termes d'exposition à la pollution, un vrai enjeu sanitaire. Alors, quand on dit enjeu sanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire problématiques respiratoires, ça veut dire maladies, cancers divers, maladies neurodégénératives, etc., etc. Je ne vais pas vous faire une liste, c'est pas très gai, mais il y a l'enjeu de santé publique est extrêmement fort. Le deuxième enjeu, quand on parle d'air intérieur, il est économique et environnemental. On le sait, la rénovation du bâtiment et de manière générale la transition énergétique et climatique du bâtiment, c'est un enjeu majeur. Le bâtiment, alors on va dire un peu globalement, entre le résidentiel et le tertiaire, c'est un bon quart des émissions de gaz à effet de serre de la région, en fait, et au niveau national, c'est à peu près du kiff, quoi. Donc un quart des émissions de gaz à effet de serre, je veux dire, c'est pas un petit enjeu, quoi. Donc il y a un enjeu à la fois économique, parce que c'est un investissement massif
qui doit être menée dans cette dimension pour répondre aux enjeux de transition écologique. Alors, ce n'est pas les évolutions de dispositifs comme MaPrimeRénov' qui le montrent actuellement, mais c'est quand même une nécessité d'avoir un investissement massif dans ces politiques. Cet investissement, il est couplé avec une problématique vraiment environnementale, parce que plus on isole le bâtiment, enfin, vous le savez sûrement mieux que moi, mais plus il va être étanche d'une certaine manière, et donc plus les enjeux de ventilation deviennent importants. Sinon, on a dans les bâtiments des accumulations de polluants qui sont, voilà, c'est là qu'on atteint des niveaux très problématiques en termes d'exposition des personnes. Donc il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu environnemental pour accompagner cette transformation-là et faire en sorte que l'action en faveur du climat, donc du carbone, d'une certaine manière, soit aussi une action en faveur de la santé et de la pollution. Le troisième enjeu, c'est un enjeu collaboratif. Alors, on est dans un programme Interreg, donc c'est un programme de collaboration transfrontalière. Et là, on est à l'échelle de la Grande Région. Alors la Grande Région, c'est un espace de coopération internationale qui va regrouper la Sarre et Rhénanie-Palatinat côté allemand, côté Belgique, ça fait partie de la Wallonie, et côté français, ça va être l'ex-région Lorraine, donc vous avez Moselle, Champagne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges également. Voilà. Donc sur tout cet espace-là que se déroule le projet dont on parle aujourd'hui au maire. C'est un espace assez vaste. Et le Luxembourg, pardon, excusez-moi. Donc, quatre pays, j'étais en train de me dire 4 pays, j'en ai oublié un, mais voilà. 4 pays, et 4 pays, ça veut dire 4 réglementations. Quand on parle de polluants, il y en a qui sont réglementés dans un, pas dans l'autre. Il y en a qui sont réglementés partout, mais pas avec les mêmes seuils. C'est des approches très disparates. Les organismes qui vont mesurer ça, ils ont des méthodes différentes aussi d'un pays à l'autre. Donc en fait, on parle vraiment des langages aujourd'hui sur cette question de la qualité de l'air intérieur. C'est un petit peu moins le cas, il faut le dire, dans l'air ambiant, dans la pollution de l'air extérieur. Mais dans l'air intérieur, on parle vraiment des langages très disparates aujourd'hui. Et donc, cet espace de coopération, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de mutualiser à la fois des connaissances méthodologiques, à savoir est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'il y a des méthodes plus efficaces, plus performantes, et puis aussi de mutualiser la connaissance, parce qu'il y a des choses qu'on ne mesure pas en France, qu'on va mesurer au Luxembourg ou en Belgique, et il y a vraiment un intérêt très fort à mutualiser ces éléments-là. Et enfin, le dernier sujet, c'est qu'il y a un enjeu européen. Donc il y a une directive qui a été publiée l'année dernière sur la performance énergétique des bâtiments. Et comme je disais tout à l'heure, on parle de CO2, mais on parle aussi de pollution. Et cette directive sur la performance énergétique, elle intègre un volet lié à la qualité de l'air intérieur et une notion de performance sanitaire des bâtiments. Donc il y a aussi à travers ce projet-là une volonté d'alimenter la réflexion européenne avec des cas concrets, avec un exemple de coopération et d'application réelle qui permettra de faire avancer l'application de cette directive. Voilà les 4 enjeux qui ont sous-tendu le déploiement de ce projet. Alors, le nom complet du projet, je vous laisse le lire, mais c'est bien de coopérer pour bien prendre en compte la question de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, en partageant nos connaissances et partageant nos données. C'est un projet qui va durer 2 ans et demi, donc on est engagé là pour une période assez importante, 3 millions d'euros de budget. Donc 25 partenaires engagés aux côtés d'Atmo Grand Est, qui est un peu le coordonnateur de l'ensemble. Et comme je vous disais, la Grande Région, donc un espace de coopération extrêmement intéressant de par sa diversité et en même temps sa proximité géographique. Les publics cibles sont assez variés. Alors, assez institutionnel d'une certaine manière, enfin public et privé, mais quand même assez institutionnel, les collectivités, mais également tout ce qui est organisme de recherche, instituts d'accompagnement, etc. Voilà, donc le projet assez là encore divers. Oui, bon, il y a des partenaires qui sont techniques et financeurs, il y en a qui sont que méthodologiques, qui apportent de la connaissance ou de la donnée, mais on est vraiment sur
un panel très vaste de partenariats. Pour parler spécifiquement du territoire, on se situe à Nancy. Donc on a l'école d'architecture qui est partenaire du projet, donc ça va souligner. Et également sur le territoire de Nancy, 2 communes, Vendeuvre et Villers, qui vont en fait, dans le cadre de ce projet, participer à des analyses dans des écoles quand on rentrera dans la phase d'application concrète. Alors, 3 objectifs à Homer qui vont recouper ce que je vous disais à l'instant. Le premier, c'est mutualiser cette connaissance pour élaborer un protocole de mesure commun qui permettra d'avoir une approche qualitative augmentée par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur cette question de la qualité de l'air intérieur dans le bâtiment. Donc c'est vraiment partager nos façons de faire et voir. Alors bien sûr, chacun sera toujours obligé de respecter sa réglementation nationale, mais de voir comment est-ce qu'on peut travailler vraiment de manière coordonnée sur des choses communes qui potentiellement vont au-delà de la réglementation nationale des uns ou des autres. La deuxième, c'est toujours la question de mieux connaître et mieux maîtriser ce qu'on fait en créant, en exploitant une base de données commune de la qualité de l'air intérieur. Si on fait ça côté français, on va passer à côté de tout un tas de molécules qui sont mesurées potentiellement au Luxembourg ou en Belgique ou en Allemagne et sur lesquelles on n'a pas d'idée parce qu'on n'a jamais pensé ou jamais eu les moyens de le faire. Donc là, en partageant ça, on va acquérir de la donnée. Et c'est aussi une question de capacité d'analyse en fait, parce que la qualité de l'air intérieur, c'est quand même un sujet très vaste qui dépend de plein de facteurs. Donc si on veut arriver à en tirer des déterminants un peu globaux, il faut vraiment une grosse masse de données en fait. Donc là, la coopération a vraiment un gros intérêt. Et le troisième point, c'est à partir de tout ça, dans une phase applicative en fait, et sensibiliser les acteurs de la grande région aux enjeux sanitaires de l'air intérieur, avec notamment les résultats qu'on aura pu en sortir. Voilà, je ne vais pas être plus long en termes d'introduction. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis à votre disposition si vous avez des questions maintenant ou après les conférences, si la musique n'est pas trop forte. Voilà. Merci à vous. Donc on va accueillir Ralph Baden. Qui est expert en qualité de l'air intérieur et qui travaille au gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Qui est censé travailler au gouvernement, oui. Nous t'écoutons. Toujours dangereux pour un fonctionnaire de dire « je travaille ». Merci pour l'invitation, ce qui prouve que Atmo n'a pas complètement oublié le Luxembourg. Merci donc pour l'invitation, ça me fait un peu retour aux sources, puisqu'il y a exactement 40 ans, j'ai débuté mes études universitaires à Nancy. Voilà, entrons donc dans le vif, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui ? Bon, d'un côté, je vais reprendre ce qu'Étienne vient déjà de mentionner, la directive ou la refonte de la directive sur la performance énergétique de l'année passée, de voir les liens avec les polluants chimiques dans l'air intérieur. De quoi est-ce qu'on parle si on parle de polluants chimiques? Quel est le rôle de la VMC, de la ventilation mécanique, dans le domaine de la qualité d'air intérieur? Et je vais terminer par quelques conclusions. Donc, en reprenant cette directive qui date d'avril 24 et qui devra être transposée en droit national jusqu'à mai 26. Ça nous laisse moins d'un an, donc très peu de temps. Et la particularité de cette réforme, c'est que pour la première fois, Bruxelles parle de qualité d'environnement intérieur. Il y a une petite douzaine d'articles, donc ils définissent la qualité de l'air intérieur. Ils prévoient d'intégrer avec un dispositif de mesure et de contrôle de cette qualité avec du monitoring, donc des capteurs, des sondes. Et ça concerne les bâtiments nouveaux ou ceux qui vont être rénovés avec une rénovation, ce qu'ils prévoient ou ce qu'ils préconisent, une rénovation majeure. Bon, si on va un peu plus loin dans les articles, il reste très vague
sur la qualité d'environnement intérieur. Ils évoquent des critères minima, entre autres température, humidité, le CO2, mais aussi le taux de ventilation et la présence de polluants. Sans aller plus loin, sans définir exactement quels polluants, on parle simplement de la présence de polluants, donc c'est tout ou rien. Et ils laissent en fait le soin d'aller plus loin dans la réglementation à charge des États membres. Facile pour eux, mais donc les États membres sont dès lors libres d'interpréter ou de mettre dans cette qualité d'environnement intérieur ce qu'ils pensent bon ou utile à mettre dedans. Alors, si nous regardons un peu les polluants qui existent à l'intérieur de notre qualité d'air intérieur, donc ceux qui restent à l'extérieur de la maison, les polluants externes, je ne vais pas en parler ce soir, faute de temps. En fait, vous avez cette maison avec un premier étage et grenier, ça représente les volatiles. C'est qu'on regroupe dans les COV normalement, donc il y a des COV classiques, comme les BTX, benzène, toluène, xylène. Si c'est marqué en rouge, ça veut dire que c'est réglementé. Donc, il y a une réglementation pour le benzène, pour le toluène. Il n'y en a pas ou peu pour le xylène. Il y a les COV halogénés, comme le perchloréthylène ou tétrachloréthylène. Il y a toute la gamme des aldéhydes, dont seul le formaldéhyde est bien réglementé. Il y a les spores de moisissure, qui sont des polluants biologiques. Et sinon, on a au premier étage ceux qui sont entourés de verre, les éthers de glycol, les terpènes, dont le limonène ou les isothiazolinones. Cette partie verte, ça veut dire qu'on les retrouve très souvent aujourd'hui dans les polluants, dans les produits, colle, peinture, dites écologiques. Les terpènes sont des molécules naturelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être nocives pour autant. Donc même quelque chose de naturel peut être nocif. Mais on les retrouve beaucoup dans les produits de substitution et ils nous posent des problèmes également du point de vue qualité d'air intérieur. Et puis on rejoint le rez-de-chaussée avec les substances qu'on appelle peu volatiles ou semi-volatiles, les COSV, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc le goudron bien réglementé comme cancérigène, les biphényles polychlorés aussi. Et sinon, il y a les biocides, mais aussi les pyrénéoïdes qui sont en fait les biocides nouveaux qui remplacent les anciens, qui ne sont pas réglementés. Pour les retardateurs de flamme, les polybromés, c'est réglementé. Les organophosphorés qui les substituent ne le sont pas. Les phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide-ci. Ça vous montre un petit peu que tous les matériaux de construction, que tous les meubles, que les produits d'entretien, ce sont les sources typiques de ces polluants. Si on regarde un peu ce qu'on retrouve dans les bâtiments, voici une étude japonaise de 2019. En fait, en regardant les polluants qu'ils ont trouvés dans une cinquantaine de maisons réglementées et ceux qui ne sont pas réglementés, on voit que plus de 80% des polluants qu'on retrouve ne sont pas réglementés. Et je crois que ça explique déjà un peu la nécessité d'un projet tel que Homer. Donc vous voyez où je veux en venir. Si je reprends l'exemple des cols ou des produits, des cols et des peintures à base d'eau, ça vous montre un peu l'évolution dans les produits. Il y a une vingtaine d'années, ces polluants contenaient des solvants et émettaient des solvants, ce que j'appelle les solvants classiques, les aromatiques, les aliphatiques, donc les BTX notamment. Et vous voyez qu'au fil du temps, ils ont diminué. Donc ceci, ce sont les pollutions qu'on retrouve à l'intérieur des maisons, au bénéfice d'autres molécules qui ont surgi, comme les terpènes ou comme les éthers de glycol, qui sont des conservateurs dans les peintures ou les cols à dispersion ou à base d'eau. Donc on voit que cette interdiction ou cette réglementation de la part de Bruxelles, avec des produits de substitution, elle fait partir une pollution et fait surgir une nouvelle pollution très souvent.
Et si on va un peu plus loin en regardant un peu la toxicité ou la nocivité de ces molécules, ce qui se traduit par la dose létale 50, la LD 50, je crois qu'en France c'est la DL 50, dose létale. Vous voyez que pour le donc c'est la quantité qu'il faut pour tuer en laboratoire 50% des animaux. Et vous voyez qu'il me faut plus de benzène ou de toluène que de limonène ou de butoxyéthanol qui est un éther de glycol. En d'autres termes, les produits de substitution sont au moins aussi nocifs ou toxiques que les produits qu'ils substituent et qui ont été réglementés. La différence, c'est le nombre d'évaporations, c'est la vitesse d'évaporation en fait, qui était très élevée, donc des molécules très volatiles pour les classiques, ce qui fait que la pollution, après un coup de peinture, persistait des jours, voire des semaines. Aujourd'hui, on est avec les terpènes et avec les éthers de glycol dans des molécules qui sont moins volatiles, qui restent volatiles, mais moins volatiles, ce qui se traduit par des pollutions moins élevées, mais plus durables dans le temps. On parle plus de jours et de semaines, mais on parle de mois, voire d'années. Voici un résumé de ce qu'on retrouve quotidiennement dans les programmes de surveillance de routine au Luxembourg. Ceci, c'est quelques 450 bâtiments qu'on a analysés entre 2009 et 2015. Et vous voyez, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ceux qu'on retrouve dans pratiquement tous les bâtiments qu'on a analysés, donc ce n'est pas représentatif pour l'ensemble des bâtiments au Luxembourg, c'est représentatif pour les bâtiments où on a été demandé de faire des investigations. Néanmoins, on retrouve dans presque tous les bâtiments des phtalates, donc ces substances qui rendent le plastique flexible, mou, malléable, et qui sont des perturbateurs endocriniens qui attaquent le système nerveux, le système hormonal, pardon, et ce à des doses très très petites. C'est la caractéristique des hormones. On retrouve en troisième lieu le formaldéhyde, molécule bien connue. Et puis après, ça continue en rouge, ce sont les retardateurs de flamme. Vous voyez en vert les éthers de glycol, les terpènes, par rapport au COV classique, en bleu foncé, voire en bleu clair. C'est plutôt ça qui nous pose problème. Donc la réalité à l'intérieur des bâtiments, ce n'est pas tellement ce qui est réglementé, mais c'est ce qui est peu ou pas réglementé. Et ça, c'est un peu la situation qu'on affronte aujourd'hui. La question qui se pose, est-ce que la VMC peut jouer un rôle là-dedans? Et je suis un peu provocateur ce soir, donc cette phrase « Dilution is the solution to pollution », c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est mes collègues qui rentraient de Bruxelles où ils ont parlé sur la directive et il est venu. Lui, il est dans la décarbonisation, donc pas dans la santé. Il a dit, bah, on a la solution, c'est la dilution, la VMC, et l'air, c'est bon. Donc, je me suis penché un peu sur les prochains slides sur cette question. Est-ce qu'il a raison? Et donc, je pars à la retraite. Ou est-ce qu'il a tort? Et je reste encore un petit peu. Donc, il y a une multitude d'études. Je me suis concentré sur des études récentes. Donc, il y a des études qui confirment que la VMC est parfaitement capable de diluer, donc d'assurer une bonne qualité d'air avec des COV. Du moins, je n'en ai pas trouvé avec des peu volatiles, des COSV, donc des semi-volatiles. Mais il y a aussi des études qui disent non, comme cette étude québécoise, où ils ne retrouvent pas de rapport ou de corrélation entre la concentration à l'intérieur en COV et celle des taux de ventilation. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, voici quatre écoles en Norvège. Et vous voyez, pour le formaldéhyde, qui est la troisième, donc en partant du bleu vers le jaune, vous avez des taux de ventilation qui augmentent. Bah, vous voyez que ça fait très peu d'effet sur quelques 8 polluants, notamment le formaldéhyde augmente, l'acétaldéhyde augmente et le propanal, le troisième de votre droite, ils augmentaient avec le taux de ventilation. Donc un peu contre-productif, la dilution. Voici un exemple en France, je crois que c'est une étude INERIS.
Vous voyez en rouge, à votre gauche, le diagramme à votre gauche, ce sont les COV, à votre droite, c'est le formaldéhyde. Et vous voyez en rouge, ventilation éteinte, c'est un magasin de sport. Et en bleu, ventilation en marche. Si on regarde les COV, vous ne voyez pas vraiment de différence entre ventilation on ou off sur la concentration des COV. Et pour le formaldéhyde, mettre la ventilation en marche peut augmenter la concentration de formaldéhyde à l'intérieur. Il y a des raisons et des explications physiques. Je vous épargnerai ça aujourd'hui. Mais il y a des explications physico-chimiques là-dessus. Et une autre étude dans le résidentiel où vous voyez des polluants qui visiblement ne descendent pas avec une augmentation du taux de la ventilation. Bon, là, c'est des comparaisons. Toute cette étude qui date de cette année-ci, dans 33 maisons japonaises, vous voyez une fois en haut en hiver et une fois en bas en été. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre les polluants et les taux de ventilation. Pour vous expliquer, pour bien lire, si on est sur un 0, donc tous ceux où la barre est minimale vers le haut ou vers le bas, ça veut dire qu'il y a 0, donc absence de corrélation. Ceux qui partent vers le haut, 0,4 par exemple pour le toluène, en haut à gauche, ça veut dire qu'il y a une corrélation positive entre le taux de ventilation et le taux de COV. Ceux qui partent vers le bas, en revanche, c'est une corrélation négative, c'est-à-dire ils augmentent avec une ventilation qui augmente. Et donc, vous voyez un peu de tout, mais certainement pas une généralisation du genre dilution is the solution to pollution. Et ce qui est marrant, par exemple, les terpènes dans le salon en été augmentent, mais dans la chambre à coucher, il y a une corrélation négative. Donc, ça peut s'inverser d'une pièce à l'autre. Donc, à partir de là, prévoir, ça devient compliqué. Ceci, c'est une petite étude qu'on a faite dans une salle de classe au Luxembourg. Dans une même salle, on a mesuré les COV, mais aussi les COSV, le matin avec un taux de 25 mètres cubes par heure, et l'après-midi, même salle, avec un taux de ventilation à 30 mètres cubes par heure. En fait, si je regarde les COV totaux, 128 pour 124, il n'y a pas de différence. Il y a certes une différence pour certains polluants, mais d'autres, comme les éthers de glycol, ils augmentaient avec le taux de ventilation. Et si je regarde l'évolution du formaldéhyde, à gauche avec 25 mètres cubes, à droite avec 30 mètres cubes par heure dans la même salle, vous voyez en fait, il n'y a même pas de corrélation par rapport au CO2, qui lui corrèle bien avec la ventilation, mais le formaldéhyde, en revanche, il n'y avait pas cette corrélation. Donc, entre le CO2 comme indicateur d'aération, oui, mais de dilution ou de qualité d'air intérieur, non. Et puis d'un autre côté, la ventilation mécanique, elle peut non seulement ne pas vraiment aider dans la dépollution, mais elle peut être une cause de pollution elle-même. Il y a les composantes chimiques. Donc là, vous voyez à votre droite une mousse polyuréthane bien traitée au retardateur de flamme, avec des taux qui sont quand même énormes. C'est une source de pollution. Vous voyez la gaine verte qui a été utilisée ou qui voulait être utilisée dans cette construction pour l'aspiration de l'air frais, qui était plein de phtalates, perturbateurs endocriniens, qu'on a donc dû remplacer. Voici les gaines qu'on a testées. Vous en voyez qui sont parfaitement bons, mais vous en voyez aussi qui contiennent des phtalates, qui contiennent des retardateurs de flamme. Il y en avait même qui contenaient du chrysène, qui est un hydrocarbure aromatique polycyclique, donc un composant du goudron. Et ça risque de nous poser de plus en plus de problèmes parce qu'on commence à utiliser des gaines en plastique recyclé. Et là, on va recycler n'importe quoi, on ne sait pas trop quoi, avec des contaminations à la base. Et ce n'est pas parce que je fais un reuse d'un matériau que je fais disparaître les polluants. Ce sont des polluants persistants
qui ne vont pas partir comme les volatiles rapidement. Et puis, il y a la question de l'entretien. Ça, c'est quelques photos de ce qu'on retrouve quotidiennement à l'intérieur des ventilations mécaniques. Bon, je crois que je n'ai pas trop à parler là-dessus, à commenter. Mais l'entretien qui très souvent n'est pas assuré. Voici une étude sur la pollution microbiologique. Donc en moisissure, c'est les Allemands qui l'ont fait en 2011. Et vous voyez qu'un tiers des ventilations qui étaient microbiologiquement contaminées. Bon, sur les anciennes, ça atteint presque la moitié, mais ce qui est choquant, c'est le diagramme, le fromage au milieu, c'est que même pour les nouvelles VMC, déjà un quart sont pollués microbiologiquement, sont contaminés par des moisissures. Donc d'attendre une dilution en pollution avec des systèmes de ventilation contaminés comme ça, c'est peut-être un peu risqué. Donc j'en arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que la VMC, elle est certainement limitée pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Pour moi, ce n'est pas l'instrument de préjudice pour assurer la qualité de l'air intérieur. Et la VMC peut être une source de pollution, notamment s'il n'y a pas un entretien adéquat. Et donc, d'autres systèmes d'aération, de ventilation, voire la ventilation naturelle, que vous verrez tout de suite, ça peut constituer une vraie alternative. Et pour revenir un peu plus loin, la VMC ne constitue donc pas un moyen de dilution. Mieux vaut éviter le problème à la source, ne pas utiliser des matériaux contaminés. C'est d'ailleurs ce que le câble Californian Board dans un grand document de 2006, a déjà préconisé à l'époque, c'est qu'il ne faut pas utiliser la VMC pour assurer la qualité de l'air intérieur. Mieux vaut éviter le problème ou résoudre le problème dès la source, donc éviter les matériaux. Et pour ça, il ne faut pas se limiter à la réglementation existante. Il faudra aussi inclure les substances non réglementées, surtout les COSV, donc les peu volatiles, parce que c'est là-dedans qu'on retrouve les molécules persistantes qui ne vont pas se volatiliser, qui ne vont pas se détériorer, qui ne vont pas être métabolisées par l'organisme, mais qui vont s'accumuler, puisqu'en plus, ce sont des substances lipophiles qui vont s'accumuler dans le tissu adipeux. Et c'est pour ça qu'on a une liste de polluants et de la qualité de l'air intérieur à améliorer. C'est ça, les protocoles et l'origine du projet Homer qu'Étienne vient de vous présenter et dont je me réjouis qu'enfin, après plus de 10 ans, on y soit arrivé. Donc, pour terminer, je reprends la phrase de mon collègue, la dilution comme solution à la pollution, c'est plutôt une illusion. Et sur ce, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, Ralph, pour cette mise en perspective. On va accueillir maintenant les architectes ingénieurs de la ville de Rosny-sous-Bois. Je les laisse se présenter. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir accueillis dans le cadre de ce projet-là. Et du coup, on va vous présenter parce qu'on fait la direction recherche-innovation. Donc nous aussi, on est fonctionnaires, donc on travaille un peu. Et on pourrait en fait s'attarder sur ce sujet-là pendant quasiment 2 jours. Donc on va essayer d'être concis le plus possible pour que tout le monde puisse sortir rapidement. Donc on est tous les deux ingénieurs et on travaille à la direction recherche-innovation de la ville de Rosny-sous-Bois, donc dans l'est de Paris. Et la particularité de ce service, c'est qu'on construit ou on rénove les écoles de la ville pour accueillir les enfants, qui est une obligation communale.
Et le but, c'est de construire en évitant d'amener directement les polluants dans les bâtiments. Donc, comme Ralph Baden l'a présenté avant, donc on essaye de construire le plus possible avec des matériaux biosourcés, géosourcés. Et du coup, on utilise nos bâtiments comme outil de recherche-action sur lequel on se teste. Et notamment, aujourd'hui, on va vous présenter la ventilation naturelle. Donc on est plusieurs, donc là on n'est que 2 aujourd'hui, mais on est plusieurs et du coup on forme un service de maîtrise d'œuvre publique. Donc mélanger ingénieur architecte, donc ingénieur fluide, ingénieur structure. Moi je suis ingénieur forestière de formation et Jean Pirot, ingénieur fluide. Ouais, je m'appelle Jean Pirot. Donc voilà notre petit sommaire qui est assez chargé quand même. Donc on va vous présenter ce que c'est la ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur, ce qu'on a mis en place sur nos projets et l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure des projets qu'il y a eu dans la ville et les atouts, les limites et les futures perspectives qu'il y aurait pour ce type de ventilation. Donc il y a 2 raisons de ventiler. La première, c'est forcément pour respirer. Donc une ventilation hygiénique pour évacuer les polluants, donc humains et non humains. Et la deuxième, c'est pour le confort. Donc d'une part, le confort pour évacuer les surchauffes, notamment en été. Et plus poussé, mais qui nécessite un taux de renouement d'air beaucoup plus important, c'est l'évapotranspiration pour cet effet de brise sur la peau. Donc la ventilation mécanique, elle permet premièrement de respirer, mais plus difficilement, parce qu'il faudrait des grosses gaines, d'avoir un confort optimal. Alors qu'avec la ventilation naturelle, si c'est bien pensé dès le début, pendant la conception, on arrive à aller plus loin. Et notamment dans tout le monde des pays très chauds, on construit des bâtiments pour pouvoir arriver à obtenir des taux de renouvellement d'air tels qui nous permettent d'évacuer, d'avoir un rafraîchissement sur la peau dû au mouvement d'air et donc aussi dû au fait de l'évaporespiration sur la peau, notamment à La Réunion, en Martinique. Bon, ça, je pense que ça a été assez présenté avant. C'est un slide super rapide pour dire qu'on va là on va pas trop en parler des pollutions. On a eu plein d'informations qui sont arrivées. Nous, on n'est pas des experts des pollutions d'air, donc on essaie de faire de la recherche parce que quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'on s'appelle DRI, donc Direction Recherche et Innovation. Dans une mairie des 50 000 habitants en région parisienne, c'est rare d'avoir une genre des services, donc on fait de la recherche-action, donc on fait de la recherche sur certains thèmes, et notamment sur cette histoire de ventilation naturelle qu'on a commencé à un certain moment. Il nous a été demandé de faire une toute petite histoire de la ventilation naturelle. En réalité, l'histoire de la ventilation passe par la ventilation naturelle jusqu'il n'y a pas longtemps. En gros, il y a des exemples de bâtiments qui sont très imagés, en gros assez bien dessinés, que c'est les Bagdir ou les Malkaf en Égypte. Et c'est des éléments qui servaient à beaucoup de choses, notamment à enlever le sable de l'air qui rentrait en partie haute avec le vent. Il redescendait dans des pièces en bas où il faisait plus frais, mais ils avaient besoin de ventiler, et qui étaient réaspirés pour l'effet de dépression de l'autre côté de la tour. C'était des tours séparées en 4, et ça permettait, en fonction de comment était le vent, de ventiler plus ou moins fort les bâtiments. Et on y rajoutait des systèmes hygrométriques pour augmenter l'hygrométrie des lots des jarres, notamment pour augmenter la qualité des conforts d'air en donnant dans des endroits secs, en augmentant avec l'évapotranspiration, on augmentait la qualité d'air. Et notamment, il y a aussi ces moulins à vent en Iran qui sont assez fantastiques. En gros, c'est des murs en terre avec un axe vertical qui permettait de faire du moulin tout en ventilant. Bon, c'est pas de la ventilation, mais c'est assez beau et on voulait bien les montrer. Il y a eu d'autres éléments qui ont été super importants en France parce qu'on fait un gros saut, mais de cette époque-là jusqu'à il y a eu beaucoup de temps où il n'y avait pas de fenêtre, donc la ventilation c'était un peu un problème médiocre. Et à un moment avec il y a tout le principe
d'il y a 200 ans à peu près, les questions de purification d'air dans des espaces collectifs, notamment des prisons, des hôpitaux. C'était un besoin qui commence à se mettre en place en France, avec, notamment avec ces premiers traités qu'on voit ici. Et c'était des systèmes, comme on voit dans le petit schéma, où on faisait de la ventilation qui était en réalité n'était pas tout à fait naturelle et était induite par combustion. Donc on faisait de la combustion tout en haut, et cette combustion chauffait l'air, ça crée une dépression et ça permettait à l'air de traverser le bâtiment. Et donc ça, c'est pour ça qu'on appelle cheminée de ventilation aussi, parce que c'était des cheminées qui permettaient de ventiler le bâtiment. Et ça, c'est là où on commence à voir les premiers principes des ventilations industrielles, entre guillemets, ou en tous les cas, des premiers principes de ventilation pour tertiaire, qui servaient suite à des épidémies, suite à des problématiques de santé. Et à côté, on voit les HBM. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une HBM, c'est des habitats bon marché. Il y en a plein à côté de Paris. Après, je ne sais pas, moi je suis immigré. Je connais bien Paris, mais je ne connais pas s'il y en a ailleurs. Et c'est ces systèmes qui permettaient de faire de la ventilation dans des logements où on avait déjà commencé à mettre les cages d'escalier, les noyaux les noyaux humides au milieu, et donc il fallait bien qu'on puisse ventiler ces noyaux humides qui étaient à l'intérieur, et donc on mettait des systèmes d'échantes à l'intérieur des bâtiments qui permettaient de ventiler plutôt bien. Les derniers étages, ils ne diraient pas ça, mais en gros, ça permettait de ventiler bien les premiers étages, et ça, il y a encore plein de bâtiments qui sont comme ça à Paris. Et il y a d'autres systèmes qui sont assez patents, des ventilations par gaine, mais sur façade. En gros, il y avait de l'air qui venait sur la façade. On voit dans cet autre schéma qui est en bas, on avait des tubes d'extraction qui étaient dans la dalle, des prises d'air en façade. Donc, quand le vent est soufflé, il poussait l'air en bas et est ressorti en partie haute. Donc, il y a plein de systèmes qui étaient là-dessus. Et après, il y a eu, on va le voir après, il y a la réglementation thermique énergétique des 114, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et il y a eu, par contre, dans les années 2000, en Angleterre, il y a eu... L'Angleterre a une histoire très, très liée à la ventilation, et notamment, si vous allez dans le Kent, vous trouvez tous ces bâtiments-là, qui sont des séchoirs oblongs, qui ont des systèmes de girouettes énormes, et ils permettent de sécher avec le vent, parce que c'est un pays très, très ventilé. Et il y a eu toute une série de bâtiments qui a, en gros, au début des années 80, dont le plus connu, c'est BZ, qui c'était comme une icône dans les années 2010, en gros 2000-2010. Et c'est des bâtiments où ils ont des girouettes qui quand on se met sous pression, permettent de ventiler, et ils ont même un échangeur de chaleur dans ce bâtiment-là. Donc c'est un peu de système. Il y a plein de systèmes, il y a plein d'autres bâtiments, et notamment il y a même un ministère à côté du Big Bang qui fait ça. Donc c'est pour dire qu'à partir de ça, il y a eu pas grand-chose jusqu'au début des années 2000, où il y a eu des premiers bâtiments en France qui sont commencés à faire en ventilation naturelle. Et aujourd'hui, il doit y avoir une cinquantaine de bâtiments qui sont en ventilation naturelle en France. Notamment, on a fait une exposition l'année dernière, il y a 2 ans, à la Villette, à l'école d'architecture à Paris. Et on a répertorié pas mal des choses. On a un petit livret. Et donc, on a commencé à connaître un peu de choses. Et donc voilà, donc c'était ces systèmes. Et pour faire assez rapidement, en gros, pour décrire qu'est-ce que c'est la ventilation naturelle, en gros, la ventilation, c'est demander à un bâtiment d'extraire de l'air. Mais quand elle est naturelle, on lui demande des choses, mais on n'a pas la réponse qu'il faut, parce que la ventilation naturelle, c'est quelque chose qui est instable et variable dans le temps. Elle est mise en fonction comment dire, le moteur est un moteur thermique ou le vent. Donc, il y a des éléments qui sont extérieurs au bâtiment qui mettent en action la ventilation. Fonctionne à basse vitesse, à basse pression. Donc, il y a les pertes de charge, il ne faut pas en avoir beaucoup pour ceux qui sont. Et après, donc, du fait qu'il n'y a pas de perte de charge, il y a peu de filtration et peu de qualité acoustique, parce que du fait qu'il y a des gros systèmes acoustiques avec beaucoup de pertes de charge, on ne sait pas faire. Donc juste pour vous, on a enlevé toutes les formules, mais juste pour vous dire que le moteur de la ventilation naturelle, c'est des questions de pression. Donc la pression, c'est une force sur une surface, et des différences de pression, c'est eux qui vont générer le mouvement de l'air entre l'intérieur et l'intérieur d'un milieu, l'intérieur d'une pièce et l'extérieur. Et donc il y a deux pressions. Il y a la pression dynamique, donc globalement le vent, et la pression statique, c'est la pression qu'on a sur les épaules. En gros, on imagine qu'on a une colonne d'air sur les épaules, puis on monte en hauteur,
et moins il y a d'air, et moins la colonne est importante, moins il y a de pression. Et donc cette différence de pression entre un point plus bas et un point plus haut, c'est le moteur de ce qu'on appelle le gradient thermique. Mais à la base, c'est une différence de pression entre deux éléments, entre deux hauteurs en gros, et deux espaces de température. Juste on ne va pas voir les formules, mais vous voyez bien que quand on a du vent qui pousse un bâtiment, on a une façade en surpression et toutes les autres façades ils sont en dépression. Et donc, si on ouvre fait un trou sur une fenêtre et sur l'autre, et ben l'air il va traverser le bâtiment. C'est tout simple. Donc, c'est le principe des bases. Et l'autre question importante aussi, c'est que la densité de l'air décroît avec la température. Et donc, plus on augmente la température, plus l'air est légère, donc elle a envie de monter. Et donc ça, et comme on a vu que la différence de hauteur aussi, en gros, il y a moins de gravité, ces deux facteurs font créer le tirage thermique. Et donc, plus la différence de température et la différence de hauteur, ça fait notre potentiel, et c'est pour notre potentiel de ventilation naturelle. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit des bâtiments qui sont conçus par tirage thermique, on voit qu'il y a des cheminées de ventilation, entre autres. Des tours avant, pardon, pas cheminées de ventilation, parce que c'était avant. Donc voilà, donc ça c'était un peu l'introduction avec plein de choses dedans. Je suis allé un peu vite parce qu'on a mis beaucoup de slides. Et je vous fais aussi une autre introduction parce qu'il était un peu demandé sur le cadre réglementaire français. On ne va pas faire toute l'histoire de la réglementation française parce que ça pourrait être rébarbatif. Il y a des éléments importants, c'est que tous les premiers documents, jusqu'aux années 70, en gros, il vient et il parle des ventilations, mais il parle des ventilations globalement naturelles. Parce que la ventilation mécanique en France, elle est arrivée avec le choc pétrolier en 74, un peu avant en réalité, en 69. Et donc, toutes ces choses-là, c'était comment évacuer des polluants qui étaient notamment de la combustion par des luminaires gaz qu'on avait dans les appartements, des autres ateliers où on venait avoir on faisait de la teinture et donc on avait des polluants, et donc comment on évacue ça. Et après, à partir de 1974, on a eu le premier choc pétrolier et donc la première réglementation thermique, qui est de 1974, si je ne dis pas de bêtises, et le dernier réglementation sanitaire départementale type est de 1978. Donc il y a bientôt 50 ans. Et la réglementation sanitaire en France, elle n'a pas évolué depuis 50 ans par rapport au bâtiment. Parce que si on pose la question aux gens qui travaillent au ministère, ils nous répondent souvent qu'ils avaient beaucoup à faire avec la performance énergétique. Ils ne pouvaient pas faire à la fois performance énergétique et qualité d'air. Et donc, il y a des questions, c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est un peu pour rigoler, mais il y a des questions là-dessus. Et pareil, la réglementation sur les logements date des 82. Et donc, c'est des éléments qui nous disent quand même que les dernières années, par rapport à ces questions-là, il y a quand même un peu de vide. Et cela dit, dans les différents documents, il y a la possibilité de ventiler naturellement. Donc, quand on fait de la ventilation naturelle, on fait pas forcément, on fait un pas de côté plus ou moins, parce qu'il y a, si on respecte certaines conditions, on a le droit de ventiler naturellement, notamment dans l'RSDT. Si on a 6 mètres cubes par personne, à peu près dans une salle grande, on peut ventiler si on assure 6 mètres cubes et qu'est-ce qu'on voit, une ouverture des surfaces, des intersurfaces. Donc quand on fait des systèmes avec des conduits un peu compliqués, déjà on respecte cette condition-là. Tout ce qu'on fait après, c'est en plus. Et donc on reste dans le cadre réglementaire par rapport à ce qu'on appelle le RSDT, donc une norme qui date de 78, qui a été mise à jour cette année de manière très, très anecdotique. On a aussi, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que ce document-là s'applique à tous les bâtiments sauf les écoles. Et nous, à RONIP, on fait des écoles. Donc on était embêtés parce qu'on a fait que des écoles, sauf qu'on n'arrivait pas à trouver le document spécifique. Et là, on fait depuis 2 ans, on fait une formation sur la ventilation naturelle à Paris. Et on a une personne qui a suivi le cours qui avait le papier, le document en papier de 84, qui était le bâtiment spécifique pour les logements d'école et qui dit la même chose. En gros, c'est juste une modification et qui dit que dans une école, du fait que les enfants ils sont plus petits, il faut moins de volume et donc il faut 5 mètres cubes. Mais ça, comme vous savez, c'est des histoires, des concepts compliqués. Le fait de moins ventiler pour les enfants, c'est quelque chose qui est un peu dépassé, heureusement. Et donc, il y a un document qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, qui est super important, c'est ces documents-là,
c'est une cadre du cadre pour comment on construit les écoles. Et donc, ce document-là, vous le téléchargez du site du ministère et ça change, elle est assez mise à jour assez souvent. Et ce document-là, il y a plein d'indications de comment bien fabriquer une école. Donc, et là-dessus, notamment, ils indiquent qu'il faut faire à notre grande surprise, parce qu'on l'a récupéré quand on a fait l'exposition, on a cherché des documents, on a trouvé ce document, et il y a écrit qu'il faut faire de la ventilation naturelle dans une école. Donc ça, c'est assez épatant. Et par contre, il y a un peu de contradiction, parce qu'il nomme 800 ppm de CO2 et en même temps il nomme 22 mètres cubeurs ou 18 mètres cubeurs pour c'est où les salles des classes, salle des classes 15 ou 18 mètres cubeurs. Donc il n'est pas très très détaillé, parce qu'avec 15 mètres cubeurs on ventile rien du tout, mais par contre il indique déjà des choses, donc qu'il a écrit, peut-être qu'il n'y avait pas les connexions. Et surtout qu'on a une de nos écoles, et nous on a été ravis, parce que quand on a vu le document, il y avait notre première école en ventilation naturelle qui est en référence, on n'était pas au courant, mais on était très contents. Le code du travail aussi, qui lui est plus important, en gros, qui dépasse pour les bureaux et permet de faire de la ventilation naturelle. Et dans le code du travail, on a ce petit chapitre qui nous dit que si on a 15 mètres cubes par bureau, on peut ventiler. Et donc ça, pareil, même question. Et après, il y a eu les questions, en gros, pour aller vite, parce qu'on l'a déjà dit, il y a eu les questions que vous avez qu'avez sûrement vu, c'est l'avis du HCSP sur les questions de CO2 après le Covid. Et donc, on a eu des documents qui étaient faits par le ministère de la Santé et qui nous demandaient des taux de CO2 très importants. Très bas, en gros. Le CO2, on a dit, c'est pas forcément un polluant, mais c'est quelque chose qui indique l'occupation humaine. Et donc, on nous disait qu'à partir il fallait viser 600 ppm par une salle de restauration et 800 ppm par une classe. Chose qu'avec la ventilation mécanique d'aujourd'hui, on ne sait pas trop faire, ni avec la ventilation naturelle, avec les débits qu'ils nous ont indiqués avant. Et donc, là-dessus, on a eu pas mal des concours post-Covid, parce qu'on fait de la maîtrise d'œuvre à côté, où ils nous disaient notamment, vous faites 25 mètres cubeurs, et 15 mètres cubeurs et 800 ppm. Et donc à la fin, on faisait des tours avec parce que même en ventilation naturelle, pour faire 800 ppm, il faut faire quelque chose et augmenter avec un ventilateur, parce qu'on ne sait pas faire des taux. Et donc, je vais pas vous parler de cette norme-là, parce que vous la connaissez mieux que moi. Mais en gros, il y a des questions. On voit sur la norme européenne que si on vise 800 ppm, on est plutôt sous l'ordre des 70 mètres cubeurs par personne dans une classe. Et comme on dit, quand on parle des mètres cubeurs par personne, on est toujours dans un objectif de quantité et pas de qualitatif, et pas quantitatif. On ne vérifie pas à la fin. Donc on dit on fait 62 mètres cubeurs, ça veut dire qu'à la fin on est bien à 800 ppm. Mais ce n'est pas allié, en gros. Et donc là, nous en gros, on ne sait pas faire des débits, parce que la ventilation naturelle, c'est pas garantir un débit. Ce qui est intéressant, par contre, ce qu'on retrouve dans la norme sur le code de l'environnement sur la surveillance de la qualité d'air dans l'ERP, qui est obligatoire pour toute cette liste de bâtiments qui sont là-haut. Donc tous les bâtiments pour les enfants des petites tailles, l'accueil, les loisirs et des bâtiments sociaux et tout ça. Cette norme est super importante pour nous, parce qu'il introduit un élément super important, c'est que c'est l'indice SICON, que c'est l'indice de confinement, et que l'indice SICON qu'on peut voir ici, à partir du 1er janvier 2023, il nous indique un indice SICON, que c'est un indice de confinement, que c'est quelque chose qui est plutôt... on va mesurer dans la pièce les taux de CO2 en nombre d'occurrences par heure. On fait une formule et on sait si la qualité d'air est bonne ou moyenne ou pas bonne. C'est les deux formules qui sont là. Et ça, pour nous, c'est très intéressant, parce que ça nous permet de dimensionner, avoir un objectif de dimensionnement, vu que la ventilation n'est pas constante. Il y a des moments où on a plus de débit que d'autres. Et par contre, on connaît avec une sonde toute la qualité d'air de chaque moment. Et à partir de ça, on sait dire si le bâtiment il a une qualité d'air bonne ou pas. Et on peut le comparer à un bâtiment de ventilation mécanique, parce que le bâtiment de ventilation mécanique aussi, en occupation, il va avoir de la qualité d'air bonne ou moyenne ou pas, avec des débits. Et donc, c'est un truc très intéressant. Et surtout que les STD, donc l'outil qu'on utilise pour dimensionner, il sait faire des simulations des CO2.
Et donc, il sait faire des simulations heure par heure de savoir quelle occupation il y a dedans. Et donc ça, c'est pas une simulation, ça c'est l'analyse de la première année dans une de nos écoles en ventilation naturelle double flux. Et donc on voit qu'il y a des pics, parfois il y a des pics beaucoup plus hauts, mais que en gros, notre système souvent il fonctionne qu'il y a la ventilation, ça s'accumule, ça s'ouvre, le pic il redescend rapidement. Et donc on a des solutions qui sont plus ou moins performante, mais globalement, la moyenne qu'on retient à la fin, c'est qu'on a une qualité d'air qui est assez bonne. Et donc, c'est pour dire que, comme je disais, donc là, je vous ai fait une introduction et on va parler des 7 projets, donc il ne reste que 7, de notre évolution dans cette ville de Rosny-sous-Bois à côté de Paris. Je laisse la parole. Donc toutes les écoles qu'on a fait à la ville de Rosny-sous-Bois sont construites en bois isolation paille, juste pour remettre dans le contexte. Et on essaye d'utiliser le plus possible des matériaux naturels. Donc on fait des doublages aussi en briques de terre crue. On utilise de la peinture écologique, mais bon, ça a priori il y a... Il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on vérifie. Voilà, donc on essaye le plus possible de limiter des polluants intérieurs. Donc on a aussi travaillé sur la fabrication de mobilier en bois massif pour éviter d'apporter de la colle en fait en fin de chantier, ce qui anéantirait en fait tous nos efforts pendant le chantier. Et donc on a fait 7 bâtiments de ce service. Donc le premier date de 2014. Donc c'était une école élémentaire qui est les Boutours 1 et qu'on ne va pas vous présenter parce qu'elle n'est pas en ventilation naturelle. Mais la légende veut qu'elle n'est pas en ventilation naturelle et que la carte mère de la CTA de ce bâtiment est tombée en panne. Et qu'avec les délais qu'on a dans la fonction publique et le temps pour refaire une carte mère, en fait, l'école est restée pendant 6 mois sans ventilation. Et c'est pour ça qu'on est parti sur la ventilation naturelle pour tous les autres projets après. Donc l'école Les Boutours 2, donc ça vient compléter l'école Boutours 1, donc c'est une école maternelle qui a été livrée en 2017. Et elle est assez caractéristique par ses tours avant, donc c'est assez caractéristique de tous nos projets en ventilation naturelle, mais celle-là je trouve qu'elle est particulièrement jolie. Donc là aussi, c'est une halle de marché, l'ancienne halle de marché qui a été réhabilitée pour former cette école. Et du coup, les tours avant, elles sont assez bien intégrées au centre de la halle. Et est-ce que tu veux faire... Et c'est en gros, vous avez commencé à percevoir comment ça marche la ventilation naturelle de bleu-flux de nos bâtiments. Donc en gros, dans l'idée, il y avait une question, pourquoi on a fait du bleu-flux? C'est parce qu'on habite dans une région qui encore a beaucoup de froid l'hiver, parce que ça dépend beaucoup de l'endroit où on fait de la ventilation. Et faire de la ventilation naturelle sans bleu-flux, ça nous semblait un peu trop gaspilleur en énergie. Et donc, on allait chercher une innovation qui allait vers quelque chose qui, à la fois, il est un peu plus performant que la ventilation naturelle sans bleu-flux, mais qui permet de ne pas avoir des ventilateurs. Et donc, on voit les éléments verts, c'est des échangeurs de chaleur de grande taille. On les verra après. On a une extraction d'air par la cheminée et on a des prises d'air en pied de cheminée. C'est parce que du fait que c'était un bâtiment très, très vaste, parce que c'était un hall des marchés, on a des systèmes de prises d'air en partie basse. Et après, l'air est soufflé après des panneaux rayonnants au fond d'une salle. Et on a un système là-dessus, on a un système de régulation par une sonde de CO2 qui, elle, via un automate, c'est un peu compliqué, il gère des registres qui se ferment et s'ouvrent en fonction de la concentration des polluants. Et donc, des polluants, du CO2, parce que c'est pas un polluant. Désolé, on le sait. Et donc, ce bâtiment-là, vas-y. Et donc, à l'époque, pareil, quand on fait de la recherche, on ne va pas au vendeur de ventilation mécanique, on ne leur a pas demandé de nous acheter une machine de ventilation naturelle. On a dû chercher chaque élément. Et donc, on est allé en Allemagne chez Klinkenburg, qui est des fabricants d'échangeurs, qui font des échangeurs pour des CTA
Ils font des échangeurs pour des CTA, des énormes paquebots, fait des choses de toutes les tailles. Et ils nous ont fabriqué un échangeur et on a fait des tests en laboratoire pour aller vérifier à la fois la performance de l'échange et à la fois les pertes des charges. Parce que si on avait des pertes des charges trop importantes, on n'aurait pas su abattre ces pertes des charges avec le tirage thermique qu'on avait imaginé et avec le vent. Donc, ce qu'on a vu avant, c'est que dans une classe, juste 2 secondes parce que c'est la base de tous les autres projets. En gros, on dimensionne avec un débit cible pendant des 750 mètres cubes par classe. Ça correspond à peu près à 25 mètres cubes heure par occupant, que c'est moyen. Mais par contre, on dimensionne pas pour 12 degrés extérieurs, c'est-à-dire que quand il fait plus froid, ça va marcher parce que la différence de température est plus importante. Et quand il fait plus chaud à l'extérieur, et ça va marcher moins bien et qu'à un moment, on va dire qu'on peut aussi ouvrir les fenêtres parce qu'on a des sondes de CO2 et s'il y a trop de CO2, le LED il va clignoter et les gens ils peuvent aussi ouvrir les fenêtres une fois que ça marche. Donc c'est à peu près ça le fonctionnement. Et par contre, on l'a dimensionné sans considérer le moteur éolien, c'est-à-dire qu'on l'a dimensionné que par différence de température. Et donc quand il y a du vent, ça somme et le vent il est prédominant. Et donc ça marche normalement mieux. Pardon, hop. Et donc ça c'est un autre diagramme qui montre, parce qu'à la base on était très peu expérimenté dans la fabrication de bâtiments de ce type-là. Et quand on a gagné un projet de recherche de l'ADEME, ils nous ont dit qu'il fallait tester le bâtiment. Et donc on l'a testé avec nos propres moyens. Sauf qu'ils nous ont dit c'est bien gentil, mais il faut le faire tester à quelqu'un d'autre. Parce que vous testez toute seule, ça marche pas. Et donc on a fait tester le bâtiment et on a des résultats qu'on peut voir ici. C'est des campagnes des mesures qui ont été faites par le CIAT, si je dis pas de bêtises, on le dira avant. Et on voit un peu les pics. En gros, on voit les courbes des CO2 qui, elles, ont été mesurées, les débits d'air extrait et les débits d'air en entrée. Donc on voit qu'il y a un décalage de l'air qui rentre et l'air qui sort. Donc en gros, pour une simple raison, que si quelqu'un ouvre une fenêtre ou une porte, l'air ne va pas passer par l'échangeur, il va passer par la porte. Mais globalement, ça veut dire que l'air qui rentre, elle va être plus préchauffée parce qu'il rencontre un flux double et donc il y a un échange différent. Mais globalement, on est satisfait même si les débits d'entrée sont moindres de ce qu'on avait prévu. Et la qualité d'air, il est souvent au rendez-vous. La qualité d'air, non. La concentration de CO2 dans le bâtiment. Parce que la qualité d'air, on n'a pas mesuré. Et ça, c'est c'était des tests d'acoustiques qui, globalement, ils disaient que la normative, elle n'est pas adaptée à notre bâtiment, mais qu'on n'était pas pire que les autres bâtiments. Globalement, le résultat des courses. Et on était plutôt... à la base, ils n'y croyaient pas du tout et finalement, ça a l'air d'aller. Ils y croyaient. En consommation, on ne consomme pas comme un bâtiment passif parce qu'il y a plus de ventilation. Mais on avait estimé des consommations de chauffage d'à peu près des 30. Et pendant la première année de ce bâtiment-là, sur les autres, on a un peu de mal à collecter les données pour des questions de course. On a beaucoup plus, mais ça reste c'est-à-dire qu'on est sur 45 kWh par an pour mètre carré de chauffage. Mais il n'empêche qu'on coupe toutes les ventilations. Et globalement, on est en énergie primaire, on est kiffant. Parce que la ventilation, on a zéro ventilation. Et quand vous faites un bâtiment d'une école avec 700 mètres cubes par classe des ventilations, ça fait des consommations électriques très importantes qu'on n'a pas. Donc en chauffage, on est là-dessus. Mais globalement, on s'y retrouve, on est peut-être un peu plus consommateur d'énergie primaire qu'un bâtiment, une école, mais on a une résilience assez importante. Et voilà, là, je suis là. Juste pour revenir sur les boutons, le chauffage dans l'école précédente, c'était chauffage, c'est une chaudière à bois, ouais. Donc appelée chien. Et par contre, moi j'ai étudié sur 2 écoles, c'est ce que j'expliquais à une dame tout à l'heure, il y a 2 écoles qui ont été construites en même temps dans la ville, une par notre service et une par le service des bâtiments. Et par contre, là au niveau consommation en électricité, la différence elle est assez significative. Voilà. Donc, c'est niveau énergie qui est quand même le nerf de la guerre, je pense, actuellement, et les réductions des coûts dans les communes, je pense que c'est pas négligeable. Deuxième bâtiment en ventilation naturelle, c'est le centre de loisirs Jacques Chirac qui a été livré en 2020, juste avant le confinement. C'est le bâtiment, je pense, le plus innovant qu'on ait fait parce que c'est un bâtiment qui est en paille porteuse sur 2 niveaux.
avec toiture accessible, toilettes sèches, récupération d'eau de pluie et chauffage intersaisonnier avec une ancienne cuve de jus d'orange qui vient de Belgique. Et donc là, les tours avant sont toujours au centre du bâtiment, donc on est sur une construction neuve, mais les prises d'air se font pas en pied de tour avant comme sur le bâtiment précédent, mais au niveau des fenêtres. Donc au niveau des fenêtres, il y a des registres qui s'ouvrent et qui se ferment, donc l'air rentre par les registres, passe par l'échangeur, il est soufflé en fond de pièce. Et l'air est repris du coup au niveau de la flèche rouge, retraverse l'échangeur et est aspiré par la tour avant. Et sur ce bâtiment, on a mis en place un système démontable. Parce que sur le premier, on a galéré parce que les échangeurs, ils étaient dans le couloir. Et le couloir, par rapport à une classe, il fallait un coupe-feu. Et pour ce coupe-feu, on a mis une énorme plaque démontable en plâtre. Et donc, on s'est vraiment un peu voilà, c'était pas terrible. Et là, on les a mis à l'intérieur des pièces. Étant dans la même pièce, il n'y a pas besoin de coupe-feu entre la même pièce et la même pièce. Et donc, on a des systèmes facilement démontables ici. Et on voit bien la prise d'air en façade, que c'est juste un registre. Sur ce bâtiment-là, sur le bâtiment précédent, on voulait faire de la régulation manuelle parce qu'on n'a pas trop parlé du grand chef du service, mais le grand chef du service voulait une ventilation manuelle et pour être encore plus résilient. Et sur ce bâtiment-là, on a réussi à mettre en place. Vas-y, actionne Jean-Pierrot. Et on a réussi à mettre en place un système assez impressionnant et que c'est des commandes d'hélicoptères qu'on a acheté à un vendeur de commandes d'hélicoptères qui souvent il en vend par milliers. Donc nous on a acheté 12. Il n'était pas très content. Mais à la fin il nous les a vendus quand même. Et là où c'était compliqué c'est qu'avec une commande on arrivait à bouger un registre. Et donc dans une pièce où il y a 4 registres, il y a 4 commandes. Donc quand on doit fermer la pièce il faut faire le tour. Et c'était pas satisfaisant, très satisfaisant. Pardon, hop. Vas-y Jean-Pierre. Et donc là, on voit que sur ce bâtiment-là, on a des qualités de CO2 dans les pièces. Sur une consommation sur 2 années, c'est très bas. C'est peut-être trop bien dimensionné, trop dimensionné. Donc peut-être que sur ce bâtiment-là, le dimensionnement a été fait trop fort parce que là, la qualité d'air, elle est tout le temps quasiment au-dessus de 800 ppm. On ne connaît pas la vraie occupation des pièces, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit qu'ils allaient mettre 20 enfants dans une pièce, ça se trouve il y en a 5, et donc on a des mauvais... Mais ça, on ne peut pas voir. La seule chose qu'on peut faire, on peut y passer des semaines, mais ça, on ne l'a pas fait encore. Mais autrement, la qualité d'air est tellement bonne que même l'anticyclone, il ne s'éprête pas trop, parce qu'on sera vraiment en moins de 1 en haut. Et par contre, l'autre chose qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment un peu extraordinaire parce qu'il y a des murs de paille d'1 mètre avec des enduits de terre de 10 cm, 5 ou 10 cm de chaque côté. Et donc, c'est un frigo. Tout l'est, l'ouest et le nord, ils sont très très opaques. Et on a une grosse façade sud avec des grosses protections solaires. Et c'est un bâtiment, quand il fait 45 dehors, dedans, même si c'est une semaine où ça redescend, mais ça c'est la semaine caniculaire de 2022 au 2023, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quand même 32 pour 44. Donc en gros, on voit le pic là à gauche. Et globalement, on a des températures supérieures à 28 degrés en quantité très très faible, supérieure à 30 degrés une fois par an dans une année un peu caniculaire. Donc la qualité du bâtiment fait qu'avec la ventilation naturelle, ça marche très bien. C'est pas forcément que la ventilation naturelle, c'est la combinaison. Et voilà. Donc ça, c'est le bâtiment, c'est l'école Simone Veil, donc qui est, je pense, un plus gros groupe scolaire qu'on ait construit, qui fait environ 3600 m² de plancher, qui regroupe une maternelle, un centre de loisirs, une école élémentaire, un réfectoire. Et c'est un bâtiment du coup qui a dû sortir de terre assez rapidement parce qu'il n'y avait pas assez de classes dans le reste de la commune. Donc en gros, il y a eu 3 ans conception chantier pour faire le bâtiment. Donc, pas beaucoup d'innovation sur ce bâtiment. Et Covid en même temps. Par contre, il y a une innovation qu'on n'a pas montrée, mais qu'il faut quand même le dire par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est que pour ne pas mettre des plastiques dans le bâtiment, on a voulu faire des caissons en paille, enduits de chaque côté, préfabriqués. Et donc ça a été un gros chantier. On avait un hangar dans une ville à côté. Et on avait mis en place un système pour qu'on y faisait un go petit d'un côté, l'enduit de l'autre, et il livrait les panneaux
En gros, c'était un gros puzzle Ouais, il avec des morceaux préfabriqués. comme du béton. Ils avaient acheté un camion de béton et ça, c'était pour ne pas mettre de film en plastique qui dégage plein de choses. Et finalement, ils ont emballé tous les panneaux avec du pare-pluie. Donc, on a eu 30 km des pare-pluis, mais on l'a pas mis dans le bâtiment. Voilà. Donc là ça marche de la même façon que le bâtiment précédent. La seule innovation, c'est qu'avant, les supports d'échangeurs dans le bâtiment d'avant, ils étaient faits en bois. Et que là, on est passé sur des supports d'échangeurs en métal qui permettent de les démonter plus facilement pour faire l'entretien, quand on fait l'entretien, de temps en temps. Là, plus récemment, du coup, livré en 2024, là, c'est dans le groupe scolaire. Donc, c'était l'extension d'un groupe scolaire déjà existant. On a rajouté un centre de loisirs avec un réfectoire et une maternelle, qui sont tous les deux été livrés en septembre 2024. Et sur ces bâtiments-là, du coup, on voit bien sur la photo qu'il y a les tours avant au milieu de la toiture qui permettent de ventiler les classes. Et on voit les petits chapeaux colorés qui se promènent sur la toiture. Là, c'est le réfectoire qui se trouve en dessous. Et donc là, on est sur une ventilation simple flux sur le réfectoire parce que le réfectoire, c'est une utilisation assez courte dans la journée, mais intense. Donc on n'est pas passé sur de la double flux avec récupération de chaleur, mais c'est la simple flux avec des batteries qui permettent de préchauffer l'air avant de rentrer, pour avoir trop de pertes. Et sur ce bâtiment, le but était d'avoir le bâtiment le plus autonome possible et le plus résilient possible et qui soit fonctionnel en 2050. Et on a couplé du coup la ventilation avec des puits climatiques qui arrivent dans le sous-sol des deux bâtiments. Et donc les prises d'air, en fait, elles se font par les puits climatiques. Et là, par contre, non, en réalité, les prises d'air, ils se font ou par les puits climatiques ou par d'autres prises d'air qui sont en façade. Le problème, c'est que l'air, quand elle est fraîche, elle n'a pas envie de monter. Et là, on a tout essayé, elle n'a pas envie. Et donc, ce bâtiment qui était très très complexe et très énergivore, parce qu'on a fait toute une galerie pour raccorder ces puits canadiens en béton, on a dû rajouter des ventilateurs qu'on voit dans cette photo-là, et que c'est des ventilateurs seulement en cas de canicule. On a le directeur du centre de loisirs qui appuie sur un bouton et qui fait démarrer les ventilateurs qui aspirent le puits canadien. Donc ça a été quand même en gros, c'est un investissement pour le futur, dans le sens que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, le bâtiment n'a pas besoin pour être confortable aujourd'hui de ce puits canadien, mais qui n'aura besoin dans 10 ans. C'est un peu ça l'investissement qui a été fait sur ces bâtiments. Et ça nous a coûté beaucoup d'énergie grise et beaucoup d'énergie à nous, parce que c'est faire un sous-sol 6 mètres au-dessus du niveau du sol avec des nappes, des nappes qui passent, des nappes qui passaient, mais qui ne sont pas des nappes répertoriées, mais c'est des nappes anarchiques, même si nous, l'anarchie, peut-être qu'on aime bien, mais sur les nappes un peu moins. Et donc ça a été quand même un sacré défi, en plus de tout le reste, de faire ce bâtiment. Du coup, là, on voit les gaines verticales qui montent pendant le chantier, qui montent dans les tours avant. Et en orange, du coup, c'est les gaines horizontales qui desservent chaque classe. Et pour gérer un peu mieux l'acoustique, du coup, on a habillé toutes les gaines de ventilation avec des panneaux de faux plafond, en fait, colorés. Et on a des gaines en pharmacelle qui par contre, on n'a pas trop testé. C'est le pharmacelle, il était une matière top ou pas top au niveau R. Donc pour l'instant, ça va. Mais par contre, il y a l'école du pharmacelle aussi. Et ça, je pense que c'est pas terrible. Mais voilà, c'était fait comme ça, celui-là. Et on voit bien sur la photo aussi au milieu, dans chaque classe, on met aussi des brasseurs d'air pour l'effet froid sur la peau que les professeurs peuvent activer. Donc ça, c'est vue finale d'une classe livrée. Et la régulation, alors on a essayé plein de types de régulation, c'est un truc qui nous fait très très rigoler, la régulation. Sur le bâtiment précédent, on avait fait une régulation low-tech, manuelle, électrique. Alors déjà, on vous a dit, on fait des innovations, mais on se foire assez souvent. Et on a fait un système qui était manuel, donc on avait un bouton et une sonde de CO2. Donc si la sonde de CO2 était rouge, la personne devait appuyer sur le bouton. Sauf que si la sonde est rouge, la personne n'appuie pas sur le bouton. Et après, s'il a appuyé, même s'il est vert, il ne rappuie pas sur le bouton pour le mettre, parce qu'il fallait beaucoup de participation. Et du fait que c'est un bouton, le bouton, c'est quand même la chose la plus simple et la chose plus compliquée à gérer.
Et donc, on s'est dit qu'on allait faire mieux, surtout parce que dans l'autre pièce, la pièce, l'école, la première école, il y a un automate. Donc, quelque chose, vraiment un truc codifié, très compliqué, qui prenait les informations de la sonde de CO2 et les renvoyait à l'automate pour qu'il les renvoie au registre. Et donc, on a fait faire une mission à une collègue qui, elle aime beaucoup les diodes et les circuits. Et il voulait fabriquer quelque chose qui permette à la sonde de CO2, via une carte dessinée à la main et imprimée, comme dans les cours de techno, directement de gérer les registres et les 23 voies. Et donc, après de son travail, on a été un peu naïf. Les sondes de CO2 que vous voyez là, c'est des sondes de CO2 qui ont beaucoup d'intelligence embarquée. Et ils coûtent 200 € et ils savent tout faire en gros. La sonde de CO2, il sait gérer 2 registres et 23 voies sans problème. Et donc, à la fin de cette mission, on est arrivé à une solution que peut-être d'autres gens ils savaient déjà, mais nous, on ne savait pas. Et donc, on a mis un système qui est juste avec une sonde qui est facilement remplaçable, parce que même si c'est altement technologique, ces sondes-là, ils coûtent 200 € et s'achètent dans le marché. Un potentiomètre, un interrupteur, on a un système manuel en été, quand nous intéresse, et automatique l'hiver, juste avec un bouton. Et ce système-là, ça nous plaît plutôt, parce qu'à la fois, il y a la possibilité manuellement que les gens le gèrent, et à la fois, l'hiver, s'ils veulent être tranquilles, ils mettent en automatique, et la sonde de CO2 régule en fonction de l'occupation, par contre, pas en fonction des polluants. Et si on a un dernier bâtiment, et après on a fini, c'est promis. Dernier bâtiment, du coup, c'était aussi notre première rénovation d'une école maternelle dans la ville, l'école maternelle Bois-Perrier. C'est une suite aux études de structure. En fait, le bâtiment, il ne faut pas prendre beaucoup de charges, pas la possibilité d'insérer les tours avant au centre du bâtiment comme on l'a fait pour les bâtiments précédents. Du coup, on a dû les déporter sur la façade sud, mais qui permettent aussi d'être support des brises soleil. Ça, c'est un bâtiment, je vais juste le dire parce que c'est mon sujet de recherche, mais c'est le premier bâtiment qu'on n'a pas utilisé de la paille de blé, mais de la paille issue d'une autre céréale qui est au stade d'essai en France. Donc, qui est support. C'est pour ça qu'on utilise. Enfin, nos bâtiments sont vraiment support de recherche et pas que le support de recherche de ventilation, mais de plein d'autres sujets. Et donc, les prises d'air là ici, elles se font de nouveau au niveau des fenêtres. Ça marche comme pour les autres. L'air est soufflé en fond de classe et repris au niveau des échangeurs et aspiré par les tours avant. Et on voit à peu près ici le fonctionnement. En gros, on a rajouté des caissons sur les bords de la pièce. Et ces caissons-là, ils nous permettent d'avoir à la fois le préchauffage, à la fois le bypass d'été, parce que l'été, on a envie de ne pas passer par le registre, l'échangeur, parce que c'est source de perte de charge. Donc, on ouvre d'autres vannes qui nous font des bypass. Et on a tout dimensionné, tout le bâtiment autour de la tour pour avoir un seul registre qui fait ouverture et fermeture pour réduire le nombre des registres et donc le nombre de manutentions. Parce qu'ici aussi, on voulait le faire en manuel. Et donc, on voit une classe de l'intérieur. Donc, on voit les 2 caissons de ventilation de chaque côté qui sont raccordés à la ventilation. On voit les barreaux qui nous servent de ventilation nocturne. Laisser la porte ouverte en ventilation nocturne, la fenêtre ouverte en ventilation nocturne en été quand il fait comme aujourd'hui, qui fait 32 la journée et 20 la nuit, de manière que le bâtiment il est refroidi naturellement. Et on voit aussi que les caissons de ventilation, ils nous font l'absorbant acoustique, ou au moins une partie, parce que on n'avait pas l'argent pour tout refaire. Et pareil, ça se démonte, on voit qu'il y a la batterie chaude et le bypass. On voit qu'il se démonte comme les autres à l'aide d'un porte-palette. Un lève-plaque. Pardon, pas porte-palette. Un lève-plaque. Et pour l'instant, on les a conçus démontables pour pouvoir les nettoyer. On ne les nettoie pas souvent, mais on a commencé, on verra un peu plus tard. Et on a un autre petit. Et donc là, on a réussi à faire un système vraiment super low-tech en gestion. Et on l'a fait encore plus low-tech. Et on l'avait fait faire à des copains qui finalement, ils nous ont ramené pour chaque pièce, les systèmes peints en oiseaux. Et à chaque fois, c'est un couple d'oiseaux différents. Donc ça c'était pas voulu. Mais c'était assez rigolo. Et ça fait la shoot de toute la présentation. En gros, on voit bien que les registres ils s'ouvrent et se ferment à l'aide juste d'un bâton. Gros. Et ça marche plutôt bien. Par rapport aux autres. Et même à niveau coût, c'était pas le même prix que les hélicoptères.
Euh, Pour terminer, l'expérimentation de Rony, ça reste une expérimentation. Il y a quelques d'autres bâtiments en France qui font de la ventilation naturelle de Bleu-Fût. Il doit en avoir, en gros, il doit en avoir une dizaine au total. Il y en a un à Cher, un en cours à Gennevilliers, un en cours à côté de Tours. Bon, il n'y a pas des masses, en gros, ça reste une expérimentation. Je pense que c'est une expérimentation qui est valable plutôt pour le nord de la France, en gros, à partir de la Loire au-dessus. Au sud de la Loire, on peut faire de la ventilation naturelle sans récupération de chaleur. Je pense qu'à terme, ça va être assez raisonnable aussi à niveau économie d'énergie. À niveau coût, on arrive à un prix qui est peut-être un peu plus cher qu'en ventilation classique. Donc on est entre 25, 30, 35 euros du mètre cube heure. Là, on a fait une moyenne d'un certain nombre de projets. On n'a pas fini. Sûrement celui avec la galerie comment on appelle ça, des plis climatiques, ça va exploser le budget parce que seulement le pli climatique a dû coûter 1,5 million, je pense. Et donc voilà. Donc à niveau coût, si on arrive à maîtriser des choses, c'est pas le pire. À niveau ACV, on pourrait dire que c'est très énergivore. En réalité, ça se joue parce qu'une CTA elle pèse pas rien en métal. En gros, on a fait un calcul récemment en CTA, seulement de la CTA, et on est à l'entour des 100 grammes de métal par mètre cube. Et nous, par contre, on a beaucoup d'échangeurs, des récupérateurs en aluminium, et ça, c'est vraiment pas bien. Et donc, le reste, souvent, c'est en pharmacelle et en bois. Et ça, à niveau ACV, ça passe plutôt bien. Donc, on a moins de métal pour les gaines, mais on a plus de métal pour les échangeurs, mais on n'a pas de CTA. Donc, à la fin, l'équilibre, elle n'est pas loin d'être correct. Sachant que on a eu un collègue anglais qui s'appelle Matteo Naccarato, qui a fait une thèse sur la ventilation naturelle avec récupération de chaleur en Angleterre. Et il s'est pas mal pris la tête. Parce que c'est bien. Vous retrouvez beaucoup de nos documents sur le site d'Ecopolis. Il y a un truc ventilation naturelle Ecopolis, que c'est l'équivalent d'Envirobat Grand Est. Et en gros, il y a un bout de sa thèse. Et lui, il a comparé 3 systèmes, qui sont un système de type, il appelle ça passif, mais ça rassemble des wind catchers. C'est un modèle du commerce. On a un système que lui, il a imaginé hybride, un peu comme le nôtre, mais avec un petit extracteur en complément pour quand ça ne suffit pas, pour avoir moins de métal, mais un petit extracteur, et comparé avec un système dit actif avec une CTA. Et on voit les comparatifs surtout des ACV, parce que lui s'est posé la question de pourquoi en Angleterre ils ont arrêté de faire de la ventilation naturelle après avoir défriché beaucoup, et c'est sûrement par rapport à les questions de performance des bâtiments passifs que ça s'est pas fait. Donc ça, c'est intéressant comme question. Et nous, donc, suite aussi à l'échange avec lui, on y avait réfléchi aussi avant, mais on n'avait pas trop eu le temps, on a essayé de moduler la quantité de matière en fonction, en gros, sur ce tableau, il vous montre des tests sur un nouveau projet en réduisant le nombre d'échangeurs, donc en ayant moins de débit, mais en activant le CO2 plus vite. En gros, une seuil de CO2, en gros, on ventile un tout petit peu moins, mais on active le CO2 avec des seuils plus basses. Et on compare avec qu'est-ce qui se passe à niveau chauffage. Et donc, on a comparé différentes solutions et on tombe sur une solution avec des plages de consignes. Avant, on démarrait plutôt vers 1000 et maintenant, on démarre plutôt à 600. Et le système fait que le registre s'ouvre à 600, mais il se referme à 800 par exemple. Non, à 550. Et à la place de démarrer à 800, donc il démarre plus vite, mais il se referme. Et globalement, le système-là, à niveau consommation, en ayant un peu moins de débit, on a des consommations pareilles et une qualité d'air pareille. En gros, on a un indice Icon qui est autour des 2,17, de 30, comme au début. Et bon, c'est un peu compliqué à expliquer rapidement, mais tout ça pour dire qu'on réfléchit à comment réduire le nombre d'échangeurs, pour réduire la matière qui en impacte au projet, et on réfléchit à cette histoire-là aujourd'hui au bout du 7e. Et on fait des tests acoustiques qui sont un peu limites. C'est-à-dire que ça passe parce que dans les écoles, l'objectif n'est pas primordial. Mais acoustiquement, du fait qu'on a des grosses gaines et des gros troncs façades, c'est pas très performant. Mais n'empêche qu'on peut mettre des chicanes, on peut faire des choses qui
on commence à améliorer, ça c'est l'acousticienne d'un autre projet qui est venu tester le projet en question pour faire des améliorations sur les sorties d'air et donc on peut s'améliorer, mais aujourd'hui on est réglementaire dans nos écoles. Voilà, c'était ça la question. Et la dernière remarque, c'est justement la pollution de l'entretien. On a commencé à vérifier sur les échangeurs les particules qui se déposent. Et donc là, comme vous avez compris, on a fait en 10 ans 7 écoles. L'équipe était assez grande, mais un peu restreinte. On a laissé des choses de côté, et notamment cette question d'analyser la qualité de l'air en continu sur l'extérieur. Et là, la nouvelle étape pour nous, c'est d'avoir un gros retour d'expérience sur les consommations et un gros retour d'expérience sur la qualité d'air, parce que le rôle et donc là, on est en train on était en train de dépasser des marchés pour faire des tests de qualité d'air, mais après avoir discuté un quart d'heure avec Ralph avant, on a arrêté. Je pense qu'on va arrêter, on va changer de modèle parce qu'on n'était pas assez experts, on n'y comprenait pas grand-chose en réalité. Et déjà, on attend avec impatience votre retour. Et la dernière question, c'est ça, je te laisse parler. C'est assez. C'est vrai que la ventilation naturelle, ça demande quand même beaucoup d'investissement de la part des utilisateurs, parce qu'on leur demande de gérer en fait la ventilation de leurs pièces. Et du coup, là, vu qu'on n'a pas de bâtiment en chantier, donc on a un peu plus de temps. Et, on travaille sur un système de signalétique pour aider les utilisateurs en prenant en main en fait, tout ce système. On voit que ça peut être très vite noyé au milieu des dessins des enfants. Et surtout, c'est que avec tout ce qu'il y a, l'intelligence artificielle, la robotique qu'il y a maintenant, les professeurs, souvent, ils nous disent « oui, mais en fait, c'est pas dans ma fiche de poste de gérer la ventilation du bâtiment ». Donc, c'est aussi de la pédagogie et de l'éducation à avoir envers les enseignants eux-mêmes. Donc, on travaille là-dessus aussi, c'est pas fini. Et on peut finir là-dessus. Bon. Voilà. Non, sinon on finit comme ça. Et juste pour dire que voilà, pourquoi on fait de la ventilation naturelle, surtout parce que c'est une question de résilience. Et en gros, de voir qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus d'eau sur la Loire et qu'on ne peut pas alimenter les centrales, peut-être on pourra ventiler quand même les bâtiments. Et il y a plus des questions pédagogiques et maintenant, on n'est pas si mal. En énergie grise, comme on a vu, on ne s'en sort pas si mal non plus. Efficacité énergétique, on est moins bon, mais ça joue aussi. Et par contre, les endroits où c'est compliqué, c'est les questions de filtration, d'acoustique, d'instabilité. Et donc, si on construit dans un site pollué ou un site à côté d'une autoroute, c'est pas la peine. En gros, c'est vraiment pas la peine. On fait pas de la ventilation naturelle. Mais par contre, si on construit dans un endroit un peu moins exposé à des pollutions, c'est peut-être une bonne solution. Voilà. Surtout au vu de ce qui a été dit avant par Raph, qui nous a un peu ouvert la route pour faire de la ventilation naturelle. On est content. Et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je propose de ne pas prendre de questions. Et oui, parce qu'il y a la garden party dehors qui nous attend tous, donc avec un petit verre qui est offert par l'école, donc par le projet, et donc par Interreg en fait. Et donc on va vous demander pour ceux qui n'ont pas signé la feuille de présence de signer cette feuille de présence. Alors, en échange de cette signature, vous aurez un bon pour un verre qui vous permettra de vous hydrater un petit peu et de pouvoir poser des questions aux différents intervenants qui restent après la conférence. Merci à tous.